va démarrer cette table ronde. On a devant nous à peu près 3/4 d'heure pour discuter de Customer Experience, d'innovation, vous montrer un peu ce que vous avez réussi à mettre en place au sein de vos organisations, pour parler aussi et rebondir sur la présentation d'Eric autour des freins que vous avez pu rencontrer et des solutions que vous avez mises en place. Mais avant de démarrer, on va planter le décor avec cette notion de Customer Experience qui doit être sûrement différente pour chacun d'entre vous. Et je vais vous proposer à Pascal de prendre la parole et nous dire qu'est-ce que ça représente, la Customer Experience digitale pour Voyage SNCF. Alors déjà, pour faire écho à la présentation qui vient d'être faite en keynote, je suis l'ancien directeur du mobile chez Voyage SNCF. Et en effet, avec une forte volonté de notre direction de mettre l'accent sur la Customer Experience, il y a une nouvelle direction, celle de la Customer Experience, qui a été fondée tout récemment. L'héritage qu'on a eu du mobile, ça a été déjà un enseignement. C'est un nouveau mode de fonctionnement qui s'est imposé au sein de l'entreprise, où il fallait qu'autour d'une même table, désormais, le métier et les DSI travaillent ensemble en essayant de dépasser leur mode de fonctionnement habituel, c'est-à-dire dépasser la notion d'apporter des solutions fonctionnelles, dépasser la notion d'apporter des solutions marketing, mais plutôt de raisonner en solutions clients. Le mobile est un canal qui s'inscrit dans l'opportunité de l'instant, et à partir du moment où on raisonne avec ce focus-là, c'est-à-dire quelles sont les réponses qu'on apporte aux clients, forcément on s'inscrit dans une logique d'expérience client et non plus dans une pure logique de parcours d'achat. C'est ça qui est important, et c'est aussi ça qui nous a permis finalement de trouver la clé du succès tel qu'on a pu le trouver en toute humilité sur le mobile chez Voyage SNCF. D'accord. Pour AXA, vous avez vous aussi une approche assez particulière de cette expérience client pour un groupe d'assurance. Dites-nous, quels sont vos enjeux autour du mobile ? Donc, on a plusieurs enjeux, mais effectivement, la transformation digitale chez AXA s'accompagne d'abord par effectivement une transformation de l'expérience client, puisqu'aujourd'hui, on est effectivement beaucoup connu à travers nos réseaux physiques. Et donc nos conseillers AXA. Et l'objectif pour nous, effectivement, c'est de proposer une expérience client à la fois optimum lorsqu'on peut aller chez un conseiller, mais sur le web et sur le mobile. Concrètement, pour nos prospects aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est clairement innover afin de leur apporter des outils pour mieux comprendre qui est AXA, comment on se différencie sur le marché, qu'est-ce qu'on peut apporter. Pour nos clients, c'est quand même effectivement prolonger ce contact de l'agence qu'on peut avoir en 24/7 et l'avoir sur le mobile, avec une notion de valoriser un certain nombre de services, ce que peut proposer AXA au quotidien, puisqu'on est en capacité aujourd'hui de dire que AXA peut être au quotidien dans l'activité de nos clients. Et enfin, un troisième enjeu qui est plus lié au moment de vie, on va dire, pour tous, dans la mobilité, que ce soit dans le monde de l'automobile, dans le voyage, dans la santé. Et là, la logique, c'est plutôt de construire des applications en mode R&D qui viendront effectivement, entre guillemets, apporter des réponses sur de nouveaux usages innovants dans cette mobilité. Voilà. Ok. Laurent, pour Morpho, pourquoi est-ce qu'un groupe de sécurité s'intéresse à cette fameuse Customer Experience ? C'est pour répondre à quel type d'usage ? Écoutez, tout d'abord, Morpho, effectivement, est un leader mondial de la sécurité. L'élément de valeur de Morpho, c'est l'individu. Vous êtes tous des individus ici dans la salle. Et sur le titre régalien qui est l'identité, aujourd'hui, Morpho se tourne vers le mobile parce que, en termes de Customer Experience, on se doit de ne pas rater ce virage de la mobilité chez Morpho. Donc, il y a clairement des nouveaux concepts à adresser dans une démarche B2B2C sur lequel nous nous plaçons aujourd'hui pour accompagner nos partenaires dans cette transformation digitale à des fins d'amélioration de la Customer Experience. C'est aujourd'hui dans ce domaine-là que Morpho se positionne. Effectivement, vous le voyez, on a plus d'1 milliard d'identités enregistrées aujourd'hui chez Morpho. On l'a vu avec les chiffres qu'Eric nous a proposés ce matin, le mobile est en train d'exploser. Donc effectivement, quand on met en relation ce concept d'identité et de mobilité, on a effectivement des secteurs communs. Et ça, aujourd'hui, Morpho est très, très intéressé par se positionner sur ce marché de la mobilité à des fins d'amélioration de la Customer Experience. Bien sûr, on est sur le Customer Driven Experience. Ça, c'est très important aujourd'hui. D'accord.
Olivier, pour Darty, alors on vous connaît effectivement grand distributeur avec cette approche cross-canal. Quels sont aussi les usages auxquels vous voulez répondre et quelles sont vos priorités en matière de stratégie mobile? Donc les usages auxquels Darty doit répondre, c'est qu'aujourd'hui, en fait, on est confronté à des clients qui ont un niveau d'information et d'équipement qui est devenu très, très fort et qui est un vrai sujet de complexité pour nos vendeurs. Comment on fait aujourd'hui pour vendre un produit à un client qui, dans son smartphone, a déjà toute l'information, le stock, la dispo, les fiches techniques, des vidéos, des tutoriels, que sais-je encore, et qui va venir en magasin avec potentiellement, en tout cas c'est le sentiment que le client a très souvent, plus d'informations que le vendeur. Donc ça, c'était le premier défi qu'on devait relever, parce que pour les clients, ça allait de soi qu'il fallait qu'on soit au niveau, parce que on ne pouvait pas leur proposer une expérience qui soit au même niveau que celle qu'on leur propose, puisqu'on leur propose une application mobile, et que cette application mobile, elle marche dans nos magasins, puisque nos clients viennent en magasin, ils scannent des codes en magasin. Donc notre premier défi, ça a été de rééquiper nos vendeurs et de leur permettre de donner à des clients un parcours dans lequel le mobile peut s'inscrire, mais en toute fluidité. Ok, je vais redonner la parole à Eric. Les nouveaux contours, est-ce qu'on peut imaginer des nouveaux contours liés à cette customer experience? Oui, en fait, moi je suis très sensible à ce que j'ai entendu, où je vois que finalement tout le monde a pris conscience du changement que le consommateur imprime finalement à sa façon d'acheter. Et ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est que le parcours client a complètement changé. Finalement, on est avant le magasin, dans le magasin, avec le mobile. Dans le magasin, on est encore dans le monde virtuel. Et quand on sort du magasin, on commande ce qu'on a acheté. Et derrière, on peut être analysé via le big data comme un client potentiel d'autres éléments qui sont en vente dans le magasin, rappelé, on peut se faire envoyer des promotions, etc. Cette continuité du parcours client, finalement, il y a très peu de gens qui arrivent à la maîtriser de bout en bout. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui sont dessus, et donc il y a plein de gens qui disent « mais moi je veux absolument que l'expérience magasin soit parfaite. Moi je veux absolument faire en sorte que les gens viennent chez moi physiquement ». Par exemple, là on parle beaucoup de retail, mais même globalement ça marche aussi pour la banque et pour d'autres types de secteurs. Il y a des gens qui sont hyper forts sur tout ce qui est réseaux sociaux et la façon d'analyser finalement des patterns, des paradigmes d'achat chez un certain nombre de clients et finalement de les amener encore une fois plus tard à acheter d'autres choses virtuellement ou physiquement. Mais finalement très peu de gens maîtrisent cette expérience de bout en bout et c'est ça le défi pour moi de la mobilité maintenant. Alors, Pascal, effectivement, vous maîtrisez, je suppose, j'espère, en tout cas c'est pour ça qu'on vous a invité, ce parcours de bout en bout qui démarre avant le voyage justement et que vous essayez d'amener jusqu'à après le voyage. Le mobile est un élément fort de différenciation. On va rentrer un peu dans des illustrations. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement ce que vous avez mis en place ? Alors déjà, je vais relever un terme que vous venez de citer, Majda, c'est différenciation. Ce qu'on se doit tous de comprendre aujourd'hui, c'est qu'une bonne customer experience, c'est quelque chose de différenciant. Encore une fois, au-delà d'être un dû qu'on se doit de proposer à nos clients. Ensuite, la démarche que nous adoptons pour la Customer Experience aujourd'hui et sur laquelle repose en partie beaucoup, qui repose aussi en partie sur le mobile, ce n'est plus d'avoir une approche linéaire de nos parcours clients, mais de raisonner vraiment en termes de cycle. Et c'est là où le mobile nous aide vraiment à apporter des solutions à nos clients avant l'achat, en phase de découverte de qui nous sommes, de ce que nous avons à proposer, en phase d'exploration, en phase d'achat, en phase pré-voyage, en phase de voyage, et ensuite après le voyage, justement, c'est pour ça qu'on raisonne en termes de cycle, pour réengager le client dans un cycle expérientiel et avec tous les outils. Là où le mobile est très riche aussi comme outil, c'est que pour chacune de ces étapes, il permet souvent d'attribuer à nos clients un livrable, et je pense que là aussi ça fait partie des obsessions qu'on doit tous avoir, comme on sait qu'un achat est séquentiel, à la fois PC, mobile, tablette, finalement, au cours des différentes étapes que j'ai quittées, quand le client nous quitte, qu'est-ce que nous fournissons aujourd'hui comme outil à nos clients pour les réinjecter
dans ce cycle expérientiel. Et c'est là où le mobile apporte une vraie richesse, c'est qu'avec de pouvoir poser des alertes réservations, de pouvoir poser des rendez-vous à l'agenda, d'avoir Passbook, de poser aussi comment dire, une option quand on n'a pas encore, quand on n'est pas encore décidé pour acheter. Encore une fois, le mobile est un outil très riche pour accompagner le client tout au long de ce cycle expérientiel. Alors, il y a effectivement, on parle d'expérience client, pour autant, est-ce que c'est un projet purement qui relève d'un périmètre métier ? Vous embarquez sûrement, bien entendu, toute la partie IT. En fait, plus on va essayer de concevoir des solutions, des applications simples, plus en back-office, si je peux me permettre l'expression, c'est complexe, je suppose. Comment est-ce que, normalement, on aurait dû avoir votre homologue Laurence Jardin, qui est malheureusement malade, mais comment est-ce qu'une collaboration efficace peut se mettre en place pour justement servir ce volet de Customer Experience? Alors elle doit se mettre en place, et d'ailleurs il faut considérer cette obsession de la Customer Experience comme une nouvelle opportunité pour que DSI et métiers se comprennent mieux et parlent enfin le même langage, qu'on ne soit plus que dans le fonctionnel ou que dans le beau en fait. Donc il faut quelque chose d'efficace et qui soit d'un point de vue expérientiel en tout cas acceptable pour le client. C'est vrai que les difficultés qu'on avait jusque-là, c'était par exemple, souvent, les interfaces qui nous étaient livrées étaient fonctionnellement performantes. Après, d'un point de vue expérientiel pour le client, là où la donne a changé avec le mobile aussi, c'est qu'on se doit maintenant d'avoir des parcours où, en effet, il est possible de passer à l'étape suivante, mais il faut que cela soit possible de façon qualitative pour le client. Je m'explique. C'est-à-dire qu'une zone de tape, une zone de sélection doit être facilement préhensible. Le côté oui, non, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas, ne suffit plus. Il faut que ce soit facile et agréable pour le client. Et c'est là où métier et IT doivent vraiment travailler ensemble pour définir ensemble ce cahier des charges expérientiel. Et d'ailleurs, c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place chez Voyage SNCF, c'est que même la recette utilisateur a changé de métier et n'est plus uniquement fonctionnelle, elle est fonctionnelle et expérientielle. C'est-à-dire que maintenant, on évalue avant de mettre en production une interface mobile ou web, on évalue maintenant progressivement le taux d'effort, la facilité, la qualité expérientielle des interfaces. Et ça, c'est possible uniquement avec une réelle collaboration et une responsabilité fusionnée de la DSI et du métier. On peut illustrer avec un projet Home Tablet. On a une petite vidéo, si on peut la lancer sur le sujet. Et c'est proposé depuis ?
Oui, alors c'est depuis janvier, c'est assez récent. Ce projet, il est intéressant de le présenter. Pourquoi ? Parce que, on le disait en introduction, le client est omnicanal maintenant. Il faut savoir que chez Voyage SNCF, plus de la moitié de l'audience est mobile ou tablette désormais. Donc on se devait en tout cas d'explorer aussi ces nouveaux territoires et de proposer sur tablette et à terme de généraliser en tout cas cette expérience, quelque chose qui facilite le surf. Alors là, on a appris en marchant aussi. Hein. Il faut savoir qu'on a eu des surprises en créant ces nouveaux parcours sur tablette, parce qu'il faut savoir que sur iPad, des fois, il y a des temps de latence qui sont natifs, qui sont propres au device, qui induisent en erreur parfois le client dans ses parcours. Il va sélectionner un champ, le temps de latence actionne, le client pense qu'il a mal sélectionné le champ, donc il va appuyer encore une fois, il va refermer sans le savoir le champ. Donc ça, ce sont des choses qu'on a découvertes ensemble, et c'est là aussi où la collaboration métier DSI est clé, c'est qu'on doit mutuellement se tirer vers le haut par rapport à ces nouveaux usages et à ces nouvelles solutions techniques, ces montées de version des OS pour les applications, mais aussi, encore une fois, ces contraintes ou opportunités techniques sur tablette. Et aussi, ce que ce projet a permis, c'est, comme ça a été fait sur le mobile, comme on commence à le faire en browsing tablette, comme on va le faire sur le web, c'est bien sûr beaucoup plus de contextualisation, beaucoup plus de personnalisation. Vous le disiez vous-même en introduction, nos clients ne comparent pas que les prix, ils comparent aussi l'expérience client qu'on leur fournit. Et on a aussi une petite initiative autour de la montre connectée. Une grande initiative. Une grande initiative. Non, en fait, le terme petit est peut-être mal placé. Simplement, l'usage, il est là. L'adoption, plutôt, n'est pas encore complète. C'est pour ça que... Ce sont les balbutiements. On a tenu, en tout cas, en effet, à accompagner le lancement de tout ce qui était Android Wear et aussi de l'Apple Watch, toujours dans cette logique d'un device, d'un canal qui s'inscrit dans l'opportunité de l'instant. Et l'idée, c'était non pas d'offrir du gadget ou du fonctionnel, mais quelque chose d'utile, de remarquable pour accompagner, encore une fois, notre client dans le cycle expérientiel que j'évoquais tout à l'heure, parce que nous ne raisonnons plus de façon linéaire, tout comme le client n'a jamais lui-même d'ailleurs raisonné de façon linéaire quand il achète un produit. C'est vrai. Olivier, pour Darty, là on est beaucoup aussi sur une expérience personnalisée, on le disait en introduction, cross-canal, avec des aspects de personnalisation, où le mobile aussi est central. Alors je me rends compte que je suis en train de dévoiler. Je vais vous laisser nous expliquer un peu toute votre stratégie mobile orientée Customer Experience. Merci. Le point central sur le mobile, c'est en fait... le problème, c'est qu'il faut aller très vite, parce que comme on le voit, en fait, il suffit qu'une application sorte, et notamment Voyage SNCF peut créer une référence pour que demain, toutes les applications soient obligées d'évoluer très rapidement. Et on a des fois des applications qui sortent de nulle part, qui créent des références d'usage. Et donc, du coup, c'est un métier où, contrairement à l'IT, qui est plutôt un métier où, en général, on écrit des specs et on essaie de faire les choses sérieusement dans la durée, nous, notre demande, elle est plutôt de faire quelque chose de rapide, des fois un peu brouillon, malheureusement, mais c'est comme ça qu'on apprend. Donc, pour revenir un peu au sujet, c'est vrai que nous, on travaille beaucoup comme ça avec l'IT de Darty pour essayer de s'ouvrir des possibilités de tester des choses et de vérifier si ça fonctionne ou pas. Donc l'application, elle est essentiellement l'application mobile ou le site mobile, sont essentiellement tournés vers une attente client qui est très forte, c'est où je trouve mon produit et où je trouve le magasin. Parce que Darty, c'est plus de 60 magasins en France, c'est ça qui fait le fait que vous irez plutôt sur l'application Darty que sur celle d'un pure player, c'est que vous allez chercher quelque part à avoir le produit dans la vraie vie et avoir un vendeur. Donc ce qu'on devait mettre en avant et ce qu'on devait faciliter, c'était comment je retrouve le magasin, comment je vérifie que le produit est bien présent dans le magasin, avec tout ce qu'on peut imaginer comme fonctionnalité de géolocalisation, de map qui m'emmène jusqu'au magasin. Donc c'est tous ces sujets-là qu'on a énormément travaillé. Et puis aussi Darty, comme c'est beaucoup de services après-vente, de la livraison, on a beaucoup travaillé autour de tout ce qui est compte client et qu'est-ce qui se passe dans la vie de mon produit une fois que je l'ai acheté. Vous retrouvez notamment sur le site de Darty les dates d'expiration de votre garantie de produit. Donc c'est un truc qu'on se pose toujours. On se demande toujours si la cafetière elle est encore garantie. Et on galère toujours à retrouver les factures, mais en fait, on ne cherche pas les factures, on va sur l'application de Darty. Donc, c'est des petits usages comme ça qui font qu'on essaie de trouver un peu une valeur ajoutée
C'est pas toujours facile parce que ça paraît toujours plus simple chez les autres. On se dit ouais, pour eux c'est simple, c'est évident. Pour nous ça paraît toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que ce qui est important c'est de trouver ce qui va apporter de la valeur au client et de trouver qu'est-ce qui fait dans sa vie de tous les jours. L'application ou le site va lui rendre un service. On a aussi une petite vidéo pour illustrer ce que vous venez de dire. Et rentrer en jeu aussi un fameux robot qui vient faire aussi des démos en point de vente. Ouais. Donc, juste pour revenir sur la vidéo, c'est vraiment l'exemple de ce qu'on peut faire quand on a le droit d'avoir un magasin laboratoire. Donc, tout ce que vous avez vu là, vous ne le retrouverez pas en magasin parce qu'il y a une partie des choses qu'on n'a pas conservées parce qu'on va les travailler différemment. On a gardé les tablettes pour les vendeurs parce que ça, c'était vraiment un résultat qui convenait à tout le monde. Donc, il faut se permettre, il faut avoir le droit et souvent le directeur général, ça aide beaucoup quand même. Hein. Donc, quand on a un directeur général qui est joueur, ça aide beaucoup. Et donc, du coup, quand on a le droit de faire des tests, ben, en fait, on développe rapidement. On fait du jetable et puis on regarde si ça marche. Et donc, parmi les expériences un peu exploratoires qu'on a eues, on a eu l'expérience Nao, puisqu'en fait, on nous a proposé de travailler avec Nao, le robot qui fait 30 cm à peu près de haut, qui nous sert dans le magasin à faire des démonstrations connectées. Puisqu'en fait, la valeur ajoutée d'un magasin aujourd'hui dans les univers d'artistes, c'est de montrer les produits techniques et notamment les produits connectés. Et Nao sait faire des démonstrations, il sait interagir avec les produits qui se trouvent autour de lui et il sait dérouler des démonstrations. Ok. Je reviens vers vous, Benoît, pour AXA. Alors, vous vous inscrivez dans une stratégie multi-accès, en fait. Le mobile apporte des services et permet de dépasser la fameuse relation qu'on pourrait avoir habituellement dans le cadre d'un sinistre avec son assurance. Alors, qu'est-ce que vous faites aussi concrètement ? Concrètement, donc, effectivement, on a cette vraie logique d'omnicanal qui aujourd'hui est extrêmement important. Pour la simple et bonne raison, et c'est ce qu'expliquait Pascal, aujourd'hui le cycle de vie client est de plus en plus fragmenté. Il est compliqué de préjuger du fait que le client va aller peut-être en agence ou qu'il va aller effectivement sur le web ou qu'il va télécharger telle application. Ça ne veut pas dire qu'on ne mesure pas et qu'on n'essaie pas d'avoir cette vision globale, mais en tout cas les signes qui nous indiquent plutôt tel ou tel canal sont assez compliqués à détecter. Et donc concrètement, nous, notre objectif pour les prospects, il est assez simple. On essaie de simplifier, on va dire, le métier d'assureur. Donc en innovant, et donc on a par exemple créé des comparateurs, donc qui a meilleur service ou testervotreassurance.com. L'objectif pour nous, c'est de permettre à nos prospects de comparer à la fois les garanties et les services qui sont associés, et de leur donner les clés pour comprendre l'offre d'AXA, ce qu'on est en capacité de leur présenter.
Par extension aussi, il est évident qu'on peut effectivement obtenir un devis, un tarif aujourd'hui sur le mobile. Et cette expérience va même jusqu'à l'orientation. Effectivement, Darty parlait de ces magasins, l'orientation client jusqu'à effectivement le conseiller AXA. Il faut juste savoir pour la petite anecdote que par exemple, on a eu une refonte assez globale du site axa.fr et la première version qui est sortie, c'est la version mobile au mois de décembre. Donc on a vraiment privilégié effectivement l'aspect mobile. Ça permet aussi, et ce qui est assez intéressant, de se poser les bonnes questions, parce que l'espace étant pas infini, illimité, l'expérience mobile étant peut-être un peu plus courte, un peu plus engageante que sur le web, ça nous permet de prioriser à la fois dans le parcours des contenus, des expériences, et on voit que c'est des best practices qui nous permettent après d'être encore plus efficaces sur d'autres canaux. Et pour nos clients, dans la continuité de ce que peut proposer un agent, donc c'est vraiment l'objectif de continuité via mon AXA, donc dans cette application, on essaie de valoriser, comme vous l'avez indiqué, les services qu'on peut proposer au quotidien aux différents clients, comme la localisation des partenaires santé. Donc vous voulez trouver un opticien pas cher, qui assure une prestation de qualité, vous pouvez le faire. Vous voulez simuler une prestation aussi de santé, vous pouvez le faire. Vous voulez télécharger une attestation scolaire, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais au mois de septembre, vous devez effectivement donner une attestation scolaire effectivement, à votre établissement. Au lieu d'appeler votre conseiller et d'attendre le courrier, vous pouvez le faire en un clic directement depuis l'application. Donc c'est vraiment utile. Et par extension, c'est vraiment valoriser ces services au quotidien. Et comme j'expliquais aussi tout à l'heure, on a développé un certain nombre d'applications qu'on appelle nous lifestyle, donc des moments de vie. L'exemple qui a beaucoup fait parler de lui, c'est AXA Drive. Donc c'est aujourd'hui comment comprendre les comportements des gens qui effectivement veulent se rendre à la fois au bureau, chez eux ou chez la nounou. L'objectif pour nous, c'est vraiment de comprendre cette mobilité, de comprendre comment les gens évoluent dans leur comportement vis-à-vis de l'automobile et pourquoi pas demain d'agréger de nouveaux services, de créer de nouvelles offres, etc. Ok, merci. Laurent, pour Morpho, alors vous, contrairement aux 4 autres marques, vous êtes dans un modèle B2B2C, vous le disiez en introduction. L'expérience client à travers la mobilité se traduit comment ? Exactement, donc vous le rappeliez, justement on est sur ce marché B2B2C, mais ça ne nous empêche pas effectivement d'être proche de nos clients au travers de nos partenaires. Je vais vous parler, si vous voulez, Majda, d'un parcours utilisateur avec des briques technologiques qu'aujourd'hui Morpho sait adresser. Un parcours utilisateur, un parcours client qui va faire sens pour tous qui êtes dans la salle aujourd'hui. Imaginez-vous, vous quittez votre domicile et puis vous allez faire vos courses avec votre véhicule. Et vous avez en poche uniquement votre mobile. Votre mobile qui va vous servir à faire vos courses et payer éventuellement en ligne avec votre mobile. Et au retour, vous reprenez votre véhicule pour rentrer chez vous. Vous avez un accident de la route sans gravité. Qu'est-ce qui se passe ? Les forces de police arrivent et vous demandent votre titre d'identité. Il est sur votre mobile. Vous devez remplir votre constat en ligne. C'est sur votre mobile, de façon dématérialisée. Vous pouvez prendre des photos avec votre téléphone, les joindre directement dans votre constat et envoyer ça directement à votre assureur pour déclarer le constat à l'amiable. Tout ça de façon sécurisée parce que vous êtes authentifié avec la biométrie sur votre mobile. Voilà, donc on est sur un parcours client qui vous parle tous aujourd'hui à ça. Et ça, c'est ces briques technologiques qu'aujourd'hui Morpho s'est adressé dans ce contexte B2B2C. Donc c'est important que Morpho soit présent sur ces marchés-là, parce que c'est réellement ce que veut le consommateur demain. Eric nous parlait dans sa 5e brique, je ne sais pas si vous avez en tête encore, la réduction des process. Dans le parcours client que je viens de vous citer, on est réellement dans la réduction des process. On n'a plus de papier. On est dans le monde digital. Dans le monde digital, mais le monde digital sécurisé, parce qu'on s'appelle Morpho aujourd'hui et qu'on ne fait pas n'importe quoi sur l'identité ou sur les applications mobiles. Donc c'est clair. Pascal parlait de cette expérience client au travers de l'application mobile, des interfaces utilisateurs, des interfaces mobiles qui doivent être agiles, qui doivent être user-friendly. Je pense qu'aujourd'hui, une application mobile, on est tous conscients, si elle met plus de 3 secondes à s'ouvrir, ça n'intéresse personne. Aujourd'hui, on est dans l'instantanéité de l'information. Et il faut que dans le parcours client, donc, quand je vous ai parlé,
on réduise au maximum le temps de chargement des applications, parce que les individus ont, grâce au mobile ou à cause du mobile, besoin de cette instantanéité. Donc voilà. Donc pour le rappeler encore une fois, Morpho s'est adressé tout ça aujourd'hui, et on se positionne clairement parce qu'on ne doit pas rater ce virage du digital orienté customer experience. Ok, merci. Eric, pour élargir encore plus sur l'international, c'est vrai que votre présentation, c'était sur faire un point sur cette maturité des entreprises en France. À l'international, est-ce qu'il y a des expériences autour de la mobilité qui sont intéressantes à partager avec notre audience ? Je crois que d'abord, on a pas mal d'expériences aujourd'hui qui sont assez impressionnantes sur ce panel, ce qui prouve qu'en France aussi, on a des expériences très avancées. Il y en a un certain nombre, en particulier, les expériences qu'on cite beaucoup se trouvent autour du retail. Soit des gens dans le luxe comme Burberry qui ont beaucoup travaillé sur ce que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire la continuité de l'expérience client. Eux, ils ont travaillé sur l'ensemble des touchpoints, enfin les points de contact. Et ça, aujourd'hui, quand vous allez à Londres chez Burberry, vous êtes suivi depuis finalement le fait que vous allez consulter en ligne un certain nombre d'articles jusqu'au magasin, jusqu'à la capacité à essayer virtuellement un certain nombre de choses dans les magasins. Et puis finalement être accompagné derrière. Vous avez acheté une ceinture et puis on vous rappelle en vous disant finalement tel ou tel sac, tel ou tel accessoire supplémentaire va très bien avec la ceinture que vous avez achetée. Donc tout ça, c'est simplement le futur. On n'en est pas très loin, on est même complètement dedans avec les expériences qu'on a écoutées là. Il se trouve que aussi quand on traverse l'Atlantique, on a aussi des expériences encore plus avancées d'interaction entre l'interne et l'externe. Par exemple, l'utilisation des réseaux sociaux pour faire soit de la maintenance, soit du SAV, etc. Donc, des grands retailers américains comme Target ont beaucoup avancé sur ces éléments-là. Mais il y a aussi des gens plus proches d'Arty, par exemple, comme Best Buy, qui ont beaucoup travaillé ces éléments. Donc, je ne dirais pas finalement qu'il y a aujourd'hui, collectivement, il y a des pays plus avancés en termes de consommation, mais individuellement, dans chacun des secteurs, il y a des expériences en France et à l'étranger qui sont au cœur de cette expérience. Alors, on s'était posé l'année dernière une question pour ceux qui étaient déjà avec nous à la deuxième édition, du fameux Mobile First, Mobile Only. Est-ce que c'est une question qui se pose toujours en 2015 ? Pascal, je vous donne la parole. J'ai envie de répondre à ça, Customer First. De toute façon, l'idée, c'est de se demander où est le client et quelle solution pour quel usage on est en train de réfléchir. En même temps, je vous ai donné ce chiffre où plus de la moitié de nos clients sont désormais, consultent nos offres depuis un mobile ou une tablette. Donc en effet, je pense qu'une réflexion qui est mobile first est intéressante à déployer, comme vous avez pu le faire chez AXA aussi, ne serait-ce que pour éviter de ne pas y penser. En fait, on le voit, non, ça peut paraître assez... mais il y a encore beaucoup de sites, dont le nôtre, et on est en train d'y changer, qui ne sont pas encore responsivés ou adaptés au mobile. Mon petit doigt me dit que tout ça va changer assez rapidement parce que côté métier, côté marketing, quand on va se rendre compte que Google sanctionne les sites Internet qui ne sont pas responsives, je sens que justement cette transformation mobile va s'accélérer. Et donc ne serait-ce que pour ça, pour ne pas oublier la partie mobile qui souvent quand on rédige une expression de besoin arrive souvent plutôt en fin de liste, c'est plutôt de la mettre au début pour être sûr de l'embarquer, ne serait-ce que parce que l'audience est désormais majoritairement mobile ou tablette. Et je rebondis sur ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on ne tend pas de plus en plus vers une notion plutôt de tablette first ? J'ai envie de dire tablette aussi. C'est global. Non mais oui, encore une fois, c'est mobile, tablette, PC, c'est là où sont nos clients. C'est marrant parce qu'il y a 2-3 ans dans les conférences, on se demandait si le mobile ne cannibalisait pas finalement les ventes sur PC. Pas toi. Et maintenant, il faut juste se dire, oui, first, enfin aussi, mobile, tablette, PC, en gros, c'est customer first. C'est là où sont nos clients. Encore une fois, il faut savoir leur apporter le dispositif adéquat. Demain, s'ils sont sur des montres, il va falloir en effet leur apporter aussi des solutions. Si ce n'est pas vous qui le faites, d'autres le feront. Et ce sont souvent d'ailleurs les clients qui sont les premiers présents sur ces nouveaux devices. Il faut savoir que là, la dématérialisation des billets de train, avant qu'on
lance le MBA chez Voyage SNCF. Il faut savoir que nos clients le faisaient déjà en zoomant justement leur confirmation de voyage et en montrant le code barre au contrôleur. Donc souvent, c'est eux qui sont source d'inspiration pour les innovations. Alors, autre question pour tout le monde. Les prérequis finalement pour réussir ces stratégies mobiles qui devient, on le disait tout à l'heure, de plus en plus complexe, en tout cas pour les marques. Il y a cette fameuse collaboration IT métier, on peut y revenir si vous le voulez. Il y a aussi un problème d'organisation et ça fait partie aussi des points que vous avez cités dans votre présentation, Eric. Il y a aussi tout un aspect autour de la data. Je vous lance 3 perches. Benoît. Ouais, en fait, nous on pense chez AXA que la première chose, ça paraît effectivement assez évident, mais c'est l'usage. C'est-à-dire clairement aujourd'hui, remettre en question la façon dont on peut présenter, dont on peut expliquer ce qu'on fait, et surtout sur le mobile. Je vous donne 2 exemples très concrets. La première chose, si vous avez tous un contrat d'assurance, par exemple auto, et associé à ce contrat, vous avez des garanties et des services. Jusqu'à maintenant, quand vous souscrivez un contrat, il y a des CG que vous signez, il y a pas mal de choses, mais concrètement, le client, il veut savoir ce pourquoi il est assuré. Et ça, aujourd'hui, ça veut dire qu'on retravaille la réécriture, la façon de présenter, on simplifie pour que demain, quelqu'un qui a besoin d'une information, s'il est sur le mobile, ou même s'il est sur le web, bah, clairement, c'est compréhensible, il n'a pas besoin de télécharger un PDF, peu importe. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toujours dans la logique d'usage, c'est vraiment de se poser les questions. On parlait du client. Mais c'est qu'est-ce que veut le client ? C'est-à-dire, nous, il faut la marque, la compagnie, doit de temps en temps s'effacer pour vraiment se poser les vraies questions des problématiques que veut le client, pas du produit qu'on veut vendre ou du service qu'on a réalisé, qu'on veut mettre en avant. C'est vraiment quelle est l'attente du client. Jusqu'à maintenant, dans l'univers de la finance, de la banque, de l'assurance, lorsqu'on parlait à un client, on lui mettait à disposition un nombre on va dire, d'informations assez vertigineux. Et par exemple, mon AXA, lorsque vous allez sur votre contrat auto, eh ben, en fait, vous avez 4 informations. On s'est posé les questions, c'est quoi les 4 informations qui importent au client ? Savoir effectivement, il est assuré pour quelle voiture, c'est quoi son taux de bonus-malus, et concrètement, les services qui sont associés. Donc dans l'expérience, la simplifier. Le meilleur complément qu'on nous ait fait, on parlait d'évangélistes à Apple, etc., qui sont des gens qui sont assez quand même exigeants parce que ils ont l'habitude de travailler la matière mobile en permanence. C'est grâce à cette application, j'ai enfin compris ce que c'était que l'assurance et ce à quoi ça me servait. Quels sont les services que je peux utiliser. C'est quand même assez génial puisqu'on a l'impression qu'on fait ça depuis 20 ans. Non, il y a enfin des gens nous le disent. Donc voilà. La deuxième chose en termes de succès, je pense que vous avez parlé de la collaboration avec l'IT. Nous, on a un principe qui est extrêmement fort. C'est pas galvaudé, c'est plutôt de travailler sur des releases qui sont assez courtes. Donc concrètement, aujourd'hui, on parlait d'expérience, de tests. La première version de notre nouvelle application client, on a freiné, mais alors toute l'entreprise pour éviter de mettre toute l'entreprise dans l'application. En disant non, vraiment, on va mettre l'essentiel, quitte à ce que l'expérience, effectivement, évolue et s'optimise au fil de l'eau. Mais vraiment, c'est quoi l'essentiel de ce qu'on veut dire, notre promesse, qu'est-ce qu'on veut raconter à nos clients. Pourquoi on fait ça aussi ? Mais c'est assez simple. C'est que les clients, ils ont quand même un temps d'écoute qui est extrêmement limité, un temps d'attention et même d'usage qui est extrêmement limité. Et ils n'en ont rien à faire de savoir que vous avez les plus beaux services et 10 services qu'ils veulent, c'est à un instant T le service adéquat. Et donc on privilégie des releases quasiment mensuelles avec 2-3 fonctionnalités, pas plus. Et en plus, et ça c'est important, en interne c'est vachement gratifiant, c'est extrêmement important d'avoir des releases et donc des choses qui sortent, puisque ça prouve que les équipes avancent. Ce qu'elles font, c'est concret. On parlait de silo, de l'effet silo, de 1 an de développement et on sort quelque chose. Voilà. Troisième point, je finirai là-dessus. Pour une application qui ait du succès, il ne faut pas négliger le déploiement d'une application, de l'expérience mobile. C'est-à-dire que lorsque vous créez une expérience sur le mobile, lorsqu'elle est dans les stores, vous n'avez rien fait.
mais strictement rien. Même si votre application est géniale, même si les gens applaudissent en disant c'est super, c'est la nouvelle superbe application, il faut mobiliser vos collaborateurs, il faut mobiliser à l'interne les équipes dirigeants, il faut mobiliser tous les points de contact possibles et imaginables de vos clients pour effectivement lui présenter cette application, les services associés. On parlait de concurrence, et effectivement Eric parlait de multitude de concurrences. Les applications aujourd'hui, c'est phénoménal. Vous avez des milliers d'applications qui sortent tous les jours, et si vous voulez vraiment émerger, il faut vraiment, et c'est pas si facile que ça, mais il faut vraiment parler de ce déploiement et qu'est-ce qui se passe après une fois qu'on est dans les stores. Olivier, pour Darty, est-ce que vous avez rencontré des freins justement à l'adoption de vos solutions, de vos applications en matière d'organisation aussi ? Alors, nous, on a deux sujets. C'est qu'on a la partie vraiment orientée client sur laquelle, en fait, il n'y a pas de frein. En fait, au contraire, il y a des moteurs parce que ils nous tirent, quand on dit, les clients nous tirent un peu vers le haut et ils vont plus vite que nous. Donc, dès qu'on développe des applications pour les clients, on n'a pas de problème de frein. Quand on commence à travailler sur les applications pour les vendeurs, effectivement, il y a tout un sujet sur la conduite du changement. Ce qui est toujours paradoxal, c'est que les clients qui sont aussi des employés ont des fois un double fonctionnement. C'est-à-dire que dans la vie privée, ils sont capables d'adopter très rapidement des fonctionnalités, des usages très modernes. Et puis dans le monde du travail, c'est toujours un peu plus compliqué. Donc dès qu'on s'attaque à du mobile en équipement de personnel, là, ça demande quand même pas mal d'accompagnement. Et puis ça demande aussi d'accepter de faire des erreurs, de pouvoir revenir en arrière et de ne pas attendre l'application parfaite pour pouvoir déployer. Laurent ? Alors, pour Morpho, effectivement, tout ce qui vient d'être dit à la fois par AXA et par Darty, on adhère complètement à ça. Je pense que nous, au travers de nos clients, on ne vend pas directement à nos clients, mais on est bien sûr à l'écoute de nos clients pour répondre à leurs besoins. C'est ce qui fait le cœur aujourd'hui de la stratégie chez Morpho. Et on calque nos produits là-dessus. Mais c'est clairement la réduction des process, c'est cette customer experience, c'est l'augmentation du ROI pour nos partenaires et nos clients, nos premiers clients qui sont soit les gouvernements ou soit les industries, qui vont vendre ensuite les services à valeur ajoutée pour leurs clients finaux. C'est clairement là-dessus qu'on se positionne aujourd'hui et sur lequel on a des réelles avancées, des réels succès. Sur le mobile ou la tablette, nous indifféremment, on s'est adressé les deux types de marchés. Clairement pas, on n'adresse pas le téléphone, parce qu'on parle de mobile, mais on n'adresse pas le téléphone aujourd'hui. On est clairement sur ces applications mobiles. Après, effectivement, en interne, vous parliez tout à l'heure, Majda, de différenciation entre l'IT et le business. Il y a toujours ce retard qu'ont aujourd'hui les entreprises parce que c'est le client final qui va définir ses besoins. Le client final sera toujours en avance par rapport en fait, aux besoins de l'entreprise. Et ça, aujourd'hui, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, on a du mal à combler ce gap aujourd'hui. Mais il faut quand même rester à l'écoute, rester vigilant pour raccourcir ce fossé entre les deux. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait un monde à deux vitesses. Je crois clairement aujourd'hui. L'entreprise digitale existe aussi aujourd'hui et elle doit combler ce fossé avec l'aide de tous les collaborateurs. Darty en a fait l'expérience aussi, je pense. On l'a aussi chez Morpho ou même dans le groupe Safran. Il faut réduire ce gap-là parce qu'on ne doit pas avoir ce monde à deux vitesses. Voilà. Eric, je vous donne le mot de la fin pour cette... Pardon, Pascal. Vous vouliez dire... Je ne veux pas forcément le mot de la fin, mais c'est juste rajouter quelque chose. Même si j'aime bien avoir le dernier mot en général. Non, une des complexités en interne, puisqu'on parle aussi de transformation et de transformation digitale, même parfois au sein d'une entreprise 100% digitale, avoir un prisme Customer Experience, c'est une autre forme de transformation. Et un des freins qu'on rencontre souvent, c'est justement quand on est axé Customer Experience, User Experience, c'est parfois un peu considéré comme une science un peu molle en fait. Parfois on manque un peu de tangible pour dire si voilà ce que ça apporte. Concrètement, l'expérience que nous avons menée avec cette nouvelle Home tablette,
vraiment menée uniquement sous un prisme nouveaux usages, besoins clients, expérience client, etc., etc. Très concrètement, ça a multiplié par 25 le taux de connexion au compte client. Très concrètement, ça a augmenté de 6 points le taux de recherche, le taux d'engagement dans le booking, et ça a augmenté aussi en même temps tous les taux de clics sur les visuels merchandising qu'on a mis en avant. Donc ça, c'est la science dure, encore une fois. Donc l'expérience client, c'est du ROI, c'est différenciant, et c'est du ROI, c'est de la conversion. Voilà. Merci. Oui, Eric, simplement, finalement, pour ceux qui n'étaient pas encore convaincus, qu'est-ce qu'il faudrait rajouter pour que, enfin, cette transformation numérique et autour du mobile aussi se mette en place? Finalement, dans la discussion, on a pas mal évolué depuis la mobilité et je dirais l'expérience client jusqu'à la transformation numérique des entreprises, à l'intérieur de l'entreprise. Et c'est vrai que c'est pas déconnecté. C'est-à-dire c'est bien parce que le client évolue qu'on va se mettre à évoluer. Mais finalement, le numérique, ça a une vingtaine d'années. Et donc, il y a quand même, dans le numérique, il y a des vieux du numérique maintenant, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'un truc de digital native. Et quand on prend un peu de recul sur l'évolution de la transformation numérique des entreprises, nous-mêmes, et je le dis avec une certaine humilité, on s'est beaucoup battu pour dire, mais regardez, les consommateurs changent, il faut vous adapter, etc., etc. Et puis finalement, quand on regarde ce qui fonctionne, il y a des entreprises où l'évolution du client va faire bouger la boîte. Et il y a des entreprises où ce n'est pas forcément du front-end, c'est-à-dire de l'expérience client, que va venir l'évolution interne. Il se peut qu'il y ait à l'intérieur du département IT des gens qui ont envie de bouger, il se peut qu'il y ait à l'intérieur du département HR des gens qui ont envie de bouger. Et finalement, il y a des facilitateurs de changement qui sont effectivement autour de la technologie, effectivement autour de l'expérience client, effectivement autour de la culture. Mais on n'est plus dans simplement le recrutement de gens qui étaient dans une start-up et qui viennent dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, en général, ces gens-là, ils retournent dans les start-up, ils vont monter une boîte qui, on l'espère pour la France, va se positionner au Nasdaq. Mais en réalité, ce sont des gens qui ont un certain degré d'envie, un certain degré de motivation, qui vont prendre le train du digital et faire bouger la boîte. Et donc c'est ça qui fait réussir cette transformation aujourd'hui. C'est plus simplement les digital natives. Eh bien, merci. Nous arrivons au terme de ce débat. Merci à vous 5 pour vos précieux retours d'expérience.